Le jour, tu ouvres ta serre pour laisser sortir l'air brûlant. La nuit, tu payes Engie, EDF, Butagaz ou Primagaz pour récupérer cette même chaleur. Sous tes pieds, un lit de gravier peut devenir une batterie. Pas électrique, thermique. Imagine une serre en Mars. Dehors, l'air reste froid. Mais dès que le soleil frappe le verre, le film ou le polycarbonate, tout change. Sous le toit, la chaleur monte trop vite. Les feuilles ramollissent, la condensation apparaît et le réflexe arrive, ouvrir la porte, relever les aérations, lancer un ventilateur. On croit protéger les plantes. En réalité, on jette dehors l'énergie utile de la journée. Le soir, la scène s'inverse. La serre qui étouffait à 15 heures devient fragile à minuit. Le sol se refroidit, les jeunes plants ralentissent. Alors on ferme tout, on regarde la météo, puis on branche un chauffage électrique, un câble chauffant, un canon à air chaud ou une chaudière. Le cycle est absurde. Le jour, chaleur gratuite dehors, la nuit, chaleur payante dedans. En France, ce n'est pas une manie de jardinier. Les serres maraîchères chauffées couvrent autour de 1130 hectares. Le gaz naturel reste dominant, autour de 80% des surfaces chauffées. Et le chauffage arrive juste derrière la main-d'œuvre dans les gros postes de dépenses. Une serre ne perd pas seulement des degrés, elle perd des kilowattheures, puis des euros. Les chiffres deviennent concrets. En maraîchage sous serre, un repère courant tourne autour de 317 kWh par mètre carré et par an. Une serre de 9 mètres par 30, donc 270 mètres carrés, peut représenter 54 000 à 135 000 kWh par an. Au gaz, autour de 5,8 centimes le kilowattheure, cela fait environ 3 100 à 7 800 euros. À l'électricité autour de 26 centimes, on passe de 14 000 à plus de 35 000 euros. Ce n'est pas pour faire peur, c'est la mécanique du système. Tant que la chaleur du jour n'est pas stockée, la nuit devient un produit à acheter. Le vrai ennemi n'est pas le froid, c'est le mauvais horaire de la chaleur. Dans la journée, la serre reçoit assez d'énergie pour devenir inconfortable. Mais cette chaleur reste en haut, loin des racines, puis sort par les ouvertures. Quand les plantes en auraient besoin, elle n'est plus là. Le gravier change cette logique. Il ne crée pas de chaleur. Il garde le surplus du jour dans une masse lourde, sous les cultures. Un caillou posé au sol ne sert à rien. Des mètres cubes de gravier traversés chaque jour par de l'air chaud commencent à se comporter comme une réserve. La pierre n'est pas magique. Elle est lourde, stable, bon marché, et elle relâche lentement ce qu'elle a reçu. C'est ce qu'une serre ordinaire ne sait pas faire. Se souvenir de l'après-midi quand la nuit arrive. C'est là que beaucoup se trompent. Ils enterrent quelques tuyaux, ajoutent du gravier, puis attendent un miracle. Mais si l'air chaud du haut ne descend pas vraiment dans la masse, le gravier reste froid. Ce n'est pas une dalle chauffante, c'est un circuit d'air. Prendre la chaleur sous le toit et la faire passer sous les racines. Dans une serre de 3 mètres par 6, on peut déjà parler de 3600 à 9000 kWh par an selon le climat et l'usage. Si tout vient du compteur ou d'une bouteille, chaque nuit froide devient une dépense. Si une partie vient du soleil de l'après-midi, stocké sous les pieds, le chauffage ne disparaît pas toujours, mais il perd du terrain. Et pour l'utiliser, il faut arrêter de voir le gravier comme un tas de cailloux. Qu'ils viennent de Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt, importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il oblige l'air chaud à descendre là où la serre en aura besoin quand le soleil aura disparu. En haut, sous le toit, l'air devient trop chaud. En bas, près des racines, la terre reste plus froide. Entre les deux, il manque un chemin. Un petit ventilateur devient le cœur du système. Les tuyaux deviennent les veines. Et le gravier devient la masse lourde qui avale la chaleur du jour pour la rendre plus tard. Ce n'est pas de la géothermie. On ne va pas chercher une chaleur profonde de la terre. On ne remplace pas une chaudière Viessmann ou de Dietrich par une machine enterrée. On prend l'excès déjà présent dans la serre et on le pousse dans un endroit capable de le garder quelques heures. C'est là que l'idée quitte le bricolage flou. En 2024, une équipe menée par Zhao a testé ce principe dans une serre solaire près de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Pendant 80 jours, ils ont utilisé un sol graveleux comme réserve de chaleur, avec des tuyaux enterrés à faible profondeur. La nuit, l'air de la serre testée était plus chaud de 4,9 degrés les jours ensoleillés, de 3,9 degrés les jours nuageux et de 3,6 degrés les jours neigeux. Ce n'est pas une promesse de catalogue, c'est une mesure de terrain. Une serre du Gobi n'est pas une serre de Bretagne ou d'Alsace. Ces chiffres ne garantissent pas le même résultat partout. La vraie leçon est plus solide. Quand l'air chaud traverse réellement une masse de gravier, la nuit ne tombe plus d'un coup. Elle descend plus lentement. Dans une serre de 3 mètres par 6, le principe devient artisanal. Une tranchée sous le passage central ou plusieurs canaux sous les planches. Du gravier lavé, en morceaux assez gros, autour de 20 à 40 mm. Pas du sable, pas un mélange plein d'argile, l'air doit passer entre les pierres, sinon la batterie reste froide. C'est l'erreur classique. On creuse,
On pose un tuyau, on rebouche, puis on croit que la serre a une réserve. Mais le tuyau ne chauffe rien par lui-même. Il transporte. Si l'air ne traverse qu'une petite zone, seule cette zone travaille. Le reste du gravier dort dans le noir. L'eau compte aussi. L'air chaud de serre est humide. En descendant dans un lit plus frais, il peut laisser une partie de cette humidité. Sans pente, sans drainage, sans géotextile, on fabrique une couche mouillée et froide. Un accumulateur ne doit pas devenir une flaque sous les tomates. Il doit respirer. Le montage intelligent commence par le trajet de l'air. Le départ doit être en haut, là où la serre garde le plus de chaleur. L'air passe dans les tuyaux, touche le gravier, puis revient plus bas. Un clapet simple empêche le froid de repartir dans l'autre sens. Et le ventilateur ne tourne pas parce qu'il est midi. Il tourne parce que le haut de la serre est plus chaud que la masse enterrée. Branché au hasard, il peut refroidir ce qu'il devait charger. Commandé par la température, il transforme les heures chaudes en stock utile. 3 ou 4 degrés gagnés la nuit ne sonnent pas comme une publicité pour une pompe à chaleur Daikin ou Atlantique. Mais dans une serre, quelques degrés au bon endroit valent parfois plus qu'une grosse chaleur au mauvais moment. Pour des épinards, des radis, de la roquette, de la mâche ou des oignons verts, cet écart peut décider si la croissance continue ou si tout se bloque jusqu'au soleil suivant. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent de thermomètre. Dans une serre, le chiffre qu'on regarde est souvent accroché à hauteur du visage. On entre, on voit 14 degrés, on se rassure. Ou bien on voit 28 degrés, on ouvre en grand. Mais la plante ne vit pas à la hauteur du visage. Sa décision de pousser ou de ralentir se joue plus bas, là où les racines cherchent l'eau et la nourriture. Une serre peut avoir l'air correct et pourtant avancer au ralenti. Les feuilles prennent le soleil, l'air semble doux, le plastique ruisselle un peu. Puis on touche la terre et elle est froide. Pas glacée, pas dramatique, juste trop froide pour que la plante travaille bien. Le piège est là. Un sol froid ne fait pas de bruit. Il fait seulement perdre des jours. Avec des concombres cultivés en serre, des chercheurs ont observé que le froid autour des racines pouvait devenir un vrai frein en hiver. Quand cette zone était réchauffée, le rendement et la masse des plantes progressaient parfois plus fortement qu'avec l'ajout de gaz carbonique. Avant d'acheter des lampes, des engrais ou des gadgets, il faut savoir si les racines ne dorment pas dans une cave. La scène est classique. Un jardinier voit une salade pâle, une tomate qui stagne, un plant qui ne démarre pas. Il pense carence. Il achète un flacon chez Truffaut ou Jardiland, change son arrosage. Mais si la terre reste à 7 ou 8 degrés pendant la nuit, le problème n'est pas forcément ce qui manque dans le sol, c'est que la plante n'arrive pas à l'utiliser. Le gravier devient intéressant parce qu'il ne chauffe pas seulement l'air, il travaille sous la scène. Dans une expérience sur un stockage enterré, la température du plancher de serre a été mesurée plusieurs degrés au-dessus du sol témoin. 5,2 degrés, puis 4,6, puis 2 degrés. Pour une racine, ce n'est pas un détail. Il ne faut pas en déduire que plus chaud veut toujours dire mieux. Une serre n'est pas un sauna à légumes. La mâche, l'épinard ou certaines laitues n'ont pas besoin d'une chaleur d'été. Elles ont surtout besoin d'éviter les chutes brutales. À l'inverse, le concombre, le poivron ou l'aubergine demandent beaucoup plus. Le même lit de gravier qui aide une roquette peut être trop faible pour promettre des concombres en janvier. Alors si la serre affiche 22 degrés à midi, ce n'est pas une permission magique de planter comme en juin. Midi ment souvent. C'est le matin qui raconte la vérité. Le bon réflexe est simple, mesurer. Pas avec un seul thermomètre accroché à la porte, avec 2 ou 3 points. Un capteur en haut, là où l'air chaud s'accumule, un autre au niveau des feuilles, et surtout un dans la terre, à 10 ou 15 cm. Un Inkbird, un Thermopro, un Govee ou même un thermomètre de sol basique suffit déjà à voir ce que l'œil ne voit pas. Pendant une semaine, la serre doit être observée comme un animal qu'on apprend à connaître. Le matin, avant que le soleil ne triche. L'après-midi, quand le toit devient brûlant. Le soir, quand la chaleur commence à fuir. On note la météo, le vent, les nuages, la gelée annoncée, pour comprendre si le gravier garde quelque chose ou si tout disparaît avant minuit. Et là, le ventilateur change de rôle. Il ne doit pas tourner parce que c'est la journée. Il doit tourner quand il y a vraiment un écart à exploiter, le haut de la serre plus chaud que la masse enterrée. Sinon, il brasse de l'air pour rien, ou pire, il refroidit ce qu'il devait protéger. Une masse thermique peut ne changer la zone des racines que de 2 à 3 degrés et pourtant stabiliser le sol. Quand l'extérieur approche 30 degrés, la limite est claire. Elle lisse les extrêmes, elle ne remplace pas la ventilation. Avant de parler de tuyaux et de tranchées, il faut voir ce que les racines reçoivent quand la lumière s'en va. À partir de là, creuser devient presque la partie facile. Le vrai travail, c'est d'obliger la chaleur à prendre le bon chemin. Si l'air chaud entre dans un tuyau et ressort par le premier passage facile, il n'aura presque rien donné au gravier. La serre aura seulement gagné une tranchée chère et une belle illusion. Dans une serre de 3 mètres par 6, le sol peut devenir un coffre.
Le passage central suffit souvent pour commencer, ou 2 bandes sous les planches si la serre est déjà organisée. On descend à 45 ou 60 cm, puis on crée une couche séparée du sol naturel. Le géotextile est le détail que beaucoup veulent économiser. Mauvaise économie. Sans lui, la terre fine glisse entre les pierres, les vides se bouchent, l'air circule moins, le ventilateur force et la batterie devient un tas humide. Un rouleau de Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt n'a rien de spectaculaire, mais il empêche le système de s'étouffer. Le gravier doit rester grossier et propre. Du 20-40 lavé ou quelque chose de proche. Pas du sable, pas du remblai plein d'argile, pas du gravillon poussiéreux. L'air doit passer entre les pierres. Si tout se tasse comme une pâte, la chaleur ne traverse plus la masse. Elle la contourne. Les tuyaux viennent ensuite. Du 100 ou 110 mm, comme certains tubes de drainage ou gaines rigides de Nicole, Wavin ou France Bonhomme. L'idée n'est pas d'en mettre partout. 2 ou 4 branches bien réparties valent mieux qu'un labyrinthe mal pensé. L'air choisit toujours le trajet le plus facile. Une branche courte peut voler tout le débit. Il faut penser comme un réseau simple. Un tube amène l'air chaud depuis le haut de la serre. Il se divise sous le gravier, puis l'air ressort plus bas, près des planches. La chaleur doit traverser la masse, pas filer dans un raccourci. Le fond mérite la même attention. L'air chaud d'une serre transporte de l'humidité. Quand il descend dans une zone plus fraîche, une partie de cette eau se dépose. Sans pente, elle reste dans les creux. Sans drainage, elle s'accumule. Au lieu d'une réserve de chaleur, on fabrique une poche froide avec une odeur de cave. Une légère pente, un point bas, une zone drainante. Rien de luxueux, mais assez pour éviter les mauvaises surprises. Les tuyaux doivent aussi garder un accès. Une trappe, un embout démontable, une grille qu'on peut ouvrir. Le jour où de la boue entre dans le circuit, une installation sans accès devient une punition. Vient ensuite le ventilateur. Un ventilateur de gaine en 12 volts avec panneau solaire ou en 230 volts avec contrôleur peut suffire pour un premier circuit. Vent, SNP, Solar & Palo, Prima Climat ou certains modèles simples peuvent te convenir si le débit reste réaliste. Trop faible, l'air ne traverse rien. Trop fort, il court dans les conduits sans laisser assez de chaleur. Le contrôleur est presque plus important que le moteur. Un thermostat classique allume quand il fait froid. Ici, la logique est différente. On allume quand le haut de la serre est plus chaud que le gravier, par exemple 5 à 8 degrés d'écart. On arrête quand cet écart disparaît, sinon on vide la réserve au mauvais moment. Une fois le gravier recouvert, la tentation est de planter tout de suite. Il vaut mieux laisser la serre parler quelques jours. On vérifie si l'air sort aux bons endroits, si l'aspiration prend l'air brûlant du haut, pas l'air tiède du milieu. On écoute le ventilateur, un circuit libre ne sonne pas comme un circuit étranglé. Le chauffage Rowenta ou la petite soufflerie de chantier ne disparaît pas forcément. Il change de rôle. Il cesse d'être le premier réflexe dès que la météo baisse. Il devient roue de secours, pendant que sous les planches, la chaleur du jour commence à rester plus longtemps. C'est là que le mot « sans chauffage » devient dangereux s'il est mal compris. Une serre qui garde mieux sa chaleur ne devient pas une maison tropicale. Elle devient moins dépendante. Avant, chaque nuit froide lançait le même calcul. Est-ce qu'on branche le petit Rowenta ? Est-ce qu'on rallume la bouteille Butagaz, la cuve Primagaz, le radiateur DeLonghi ou le câble chauffant? Le problème n'est pas seulement le prix de cette nuit, c'est l'habitude. La serre apprend à survivre avec une facture, avec un lit de gravier, la question change. Le soir, on ne se demande plus combien d'énergie il faut acheter. On regarde d'abord ce que la journée a donné. S'il y a eu du soleil, si l'air sous le toit est monté haut, si le ventilateur a poussé cette chaleur dans la masse, alors le sol commence la nuit avec une avance. Pas une garantie, une avance. Sur une petite serre de 3 mètres par 6, 18 mètres carrés, les chiffres deviennent parlants. Avec un repère de 200 à 500 kWh par mètre carré et par an, on arrive à 3600 à 9000 kWh de besoins thermiques annuels. Au gaz, autour de 5,8 centimes le kilowattheure, cela donne 208 à 520 euros. À l'électricité, autour de 26 centimes, on passe de 940 à 2350 euros. Ce n'est pas l'addition exacte de chaque jardin, mais quand la nuit dépend d'un appareil, elle présente la note. Le gravier, lui, déplace la dépense. Au lieu de payer chaque baisse de température, on investit dans quelque chose qui reste sous les pieds. Pierre lavée, tuyaux, géotextile, ventilateur, capteur, contrôleur. Pas d'écran brillant, pas de promesse à la Tesla, pas de gros logo Bosch ou Atlantique. Juste une masse qui travaille quand la serre chauffe. La vraie économie apparaît surtout au bord de saison. Pas pendant la pire semaine de gel, quand le ciel reste gris et que le sol n'a presque rien reçu. Là, un chauffage de secours peut sauver les plans. Le moment fort du système, c'est mars, avril, octobre, novembre. Les nuits proches de zéro.
les journées courtes mais lumineuses, ces périodes où l'on chauffait souvent par peur, pas toujours par nécessité. Le choix des cultures change tout. Pour de la mâche, de l'épinard, du radis, de la roquette, de la mizuna, du pak choy, de l'oignon vert ou du persil, quelques degrés de plus dans le sol peuvent prolonger le mouvement. La plante n'explose pas comme en juin, mais elle continue. Elle ne reste pas figée chaque nuit en attendant que le soleil reprenne le travail. Pour les tomates, les poivrons, les aubergines ou les concombres, c'est une autre histoire. Elles peuvent profiter d'un sol plus stable, oui, mais elles ne pardonnent pas les nuits froides. Faire croire qu'un tas de gravier offre des concombres en plein hiver dans une région froide, c'est vendre du rêve. La meilleure serre autonome commence par celles qui savent gagner avec 3 ou 4 degrés. Le rythme quotidien devient presque agricole. Le matin, on regarde la température du sol avant de regarder les feuilles. En journée, le ventilateur charge seulement si le haut de la serre est plus chaud que le gravier. Le soir, on ferme assez tôt pour ne pas perdre ce qui vient d'être stocké. La nuit, le lit enterré relâche lentement sa chaleur dans la zone basse et les voiles ou les bidons d'eau prennent le relais quand la météo force. Le but n'est pas de ne plus jamais brancher EDF. Le but est de ne plus brancher EDF par réflexe. La réserve enterrée ne remplace pas la prudence. Elle enlève une partie des nuits où l'on chauffe toute une serre parce que le sol n'a aucune mémoire et quand on note les températures, certaines nuits qui semblaient perdues passent sans aide. D'autres demandent encore un secours. Entre les deux, l'économie se construit, nuit après nuit, sans bruit sous les planches. Et plus les nuits passent, plus une chose devient claire. Ce système ne se juge pas sur une belle journée de soleil. Il se juge vers 4 ou 5 heures du matin, quand le plastique est froid, que les feuilles ne bougent plus, et que le sol décide si la saison avance ou recule. C'est là que beaucoup veulent aller trop vite. 2 nuits meilleures, et déjà ils veulent doubler la tranchée, acheter plus de tuyaux chez Franc Bonhomme, commander un ventilateur puissant, couvrir toute la serre de gravier. Mais agrandir une erreur ne la transforme pas en solution. Si l'air passe mal dans un petit circuit, il passera mal dans un grand. Si la serre fuit par les portes, les angles et les plaques mal jointes, la chaleur sortira quand même. Avant d'ajouter des tonnes de pierre, il faut regarder la serre comme une passoire. La porte, les extrémités, le bas des parois, les plaques qui bougent au vent, tout cela compte autant que le sol. Une bâche intérieure, un double film, des joints propres, une paroi nord isolée, peuvent économiser plus qu'une deuxième tranchée. Le bon agrandissement commence petit. Un canal sous le passage central, 2 capteurs, un ventilateur modeste et des cultures tolérantes. Épinards, mâches, roquettes, radis, oignons verts. On cherche la différence entre dehors, l'air de la serre, la terre à 15 cm et le gravier. Si pendant plusieurs semaines le sol tombe moins bas et le secours reste éteint plus souvent, alors le système a parlé. Ensuite, on peut passer à une serre de saison. Plusieurs branches sous les planches, un contrôleur précis, un drainage propre, un voile de nuit, quelques bidons d'eau et un carnet de température. Pas pour faire joli, pour savoir combien de nuits ont été gagnées sans gaz, NJ, sans bouteille but-à-gaz, sans radiateur branché par panique. Le niveau suivant n'est plus vraiment du bricolage. C'est une petite infrastructure, gravier sous les cultures, mur nord isolé, double couverture, tunnels intérieurs, capteurs, clapets, ventilation réglée, secours prêt mais rarement utilisé. La serre ne se comporte plus comme une boîte transparente posée dans le jardin. Elle collecte, garde, ralentit, protège. Mais il faut rester honnête. Une semaine sans soleil peut vider la réserve. Un sol humide sans drainage peut ruiner le circuit. Une serre mal isolée peut perdre en une nuit ce qu'elle a stocké tout l'après-midi. Dans une région froide, personne ne devrait promettre des tomates en janvier avec seulement du gravier. La vraie promesse est plus utile, moins de nuits critiques, moins de carburant, moins de peur au printemps. L'industrie aime les solutions qu'on rachète. Le gaz se rachète, l'électricité se repaît, les pièces s'usent, les contrastes changent, les prix montent. Le gravier ne demande pas d'abonnement. Il demande d'être bien placé, bien ventilé, protégé de la boue et utilisé avec des cultures intelligentes. Alors la serre change de question. Elle ne demande plus le coût du chauffage pour cette nuit, elle regarde la chaleur gardée dans la journée. Et quand cette habitude s'installe, le chauffage cesse d'être le centre du projet. Il reste dans un coin, prêt pour les nuits dures, pendant que sous les allées, sous les racines, la journée continue de travailler après le coucher du soleil.